On est donc toujours dans cette thématique d'innovation, donc sur la reconfiguration des processus, hein, pour mieux souscrire aux clients. Comment se transformer finalement les process avec nos clients. Donc là, on a une table ronde à trois acteurs différents et tout aussi intéressants les uns que les autres, hein. Donc je pense que vous connaissez tous le groupe Assure One, qui est un courtier donc connu pour son côté digital et qui a rejoint le groupe Prévoir. On aura aussi donc le groupe Tessie, représenté par Julien Debreuil. Vous connaissez aussi, je pense tous, Tessie dans l'assurance, hein, pour son activité BPO, mais ils sont en train de se transformer et d'ouvrir aussi une division digitale et d'expérience client. Et donc Julien va nous en parler. Et Louis-Clément Schiltz, qui est le patron de Wibotit, qui est une insurtech, hein, aussi dans la relation client, dans le chatbot, dans l'IA, et qui est aussi là pour venir booster, dynamiser, innover dans les process, dans les parcours clients. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes déjà un acteur installé avec plein de modèles. On sait que vous avez des modèles directs, des différents sites vitrines, des partenariats avec les constructeurs, un réseau de courtiers grossistes avec Netvox. De comprendre, vous, comment vous approchez en fait finalement ces défis. Est-ce que vous êtes en train de vous transformer sur vos différentes activités? En quoi l'innovation, en quoi la transformation digitale, en quoi ces nouveaux leviers viennent changer votre activité au quotidien? Alors effectivement, Assure One est aussi dans le jeu de cette transformation digitale, même si dès l'origine, Assure One s'est positionné sur le marché du digital. Il n'en reste pas qu'il a fallu changer, se transformer. Donc c'est passé chez Assure One par la définition, la création d'une nouvelle mission qu'on s'est donnée, hein, qui se tourne en quatre temps. Le premier, c'est de promouvoir une plateforme Open Insurance pour l'ensemble de l'écosystème d'assurance, hein, une chaîne complète, toute branche, pour servir les modèles de distribution, on y reviendra. Le deuxième temps, c'est de concevoir des produits d'assurance innovants, alors principalement autour de la mobilité et autour de l'assurance de biens et de responsabilité. Donc avec des modèles classiques porteurs de risques assurance, mais aussi des modèles innovants intégrant des réassureurs plus proches de nous. Le troisième temps, c'est d'imaginer, et là c'est un véritable enjeu, d'imaginer des parcours simples et intuitifs pour les utilisateurs dans des processus d'assurance qui restent super compliqués et super incompréhensibles pour la plupart, y compris d'entre nous. Et puis enfin, et c'est un élément qui est de plus en plus fort, c'est de consolider les processus d'assurance autour de la conformité, parce que là aussi, sur ce sujet, même si évidemment on y est tous et on y investit beaucoup, ça vient souvent en percussion des sujets de rendre le plus facile la vie des assurés. Et on voit que l'ensemble de ces contraintes rend de plus en plus difficile la définition de parcours sain. Et donc finalement, on peut pas se reposer finalement. Quand on vous écoute, là, il y a plein de chantiers en parallèle. On ne reste pas sur ses lauriers à attendre. Covid ou pas Covid, On on ne vit se pas sous repose pas. portefeuille. Voilà. Donc il faut juste se bouger. D'accord. Du coup, est-ce que vous faites tout en interne ou vous travaillez aussi avec des partenaires start-up ou fournisseurs technologiques pour arriver à gérer cette transformation? En fait, Assure One se définit comme une insurtech. Donc, en fait, on développe beaucoup en interne et depuis l'origine, on fait beaucoup nous-mêmes. Donc, effectivement, on construit nous-mêmes avec nos propres mains, nos propres équipes. On est bientôt près de 500 en France. On a recruté en net 60 personnes cette année. Donc, on fait beaucoup de choses de nous-mêmes, même si effectivement, on cherche à s'ouvrir avec l'ensemble des partenaires. On a vu certains déjà ce matin avec qui nous avons des échanges et des contacts. Profiter d'aujourd'hui pour networker. Donc quand vous dites Open Insurance, ça veut dire que demain, moi je suis un partenaire potentiel, je viens vous voir et vous avez des produits sur étagère facilement intégrables dans mon parcours client, que je sois, je sais pas, un Decathlon qui va vendre des vélos, ou un Darty, ou je sais pas, un e-commerçant, ou même un courtier traditionnel. C'est exactement ça. Effectivement, on promeut, à l'instar de ce que la banque a fait pour l'open banking, nous promouvons, alors c'est compliqué, effectivement, l'open insurance, parce que c'est s'ouvrir sur le marché. Donc, quelque part, il y a une forme de coopétition, on fait de la compétition, on fait de l'innovation ensemble, mais on est convaincu que c'est ce dont a besoin aujourd'hui le marché de l'assurance.
Et ça marche avec, dans les exemples que vous avez cités, ou d'autres exemples. Avec Handicare, en 3 semaines, on a lancé un produit auto jeune il y a 1 an de ça, et qui fonctionne très très bien, qui marche très très bien. Donc effectivement, ça marche bien. Après, il y a encore beaucoup d'obstacles. On parlait des e-commerçants. On a travaillé il n'y a pas longtemps avec un e-commerçant. À la première réunion, quand on lui a présenté un parcours de souscription auto avec 40 questions, on a l'impression qu'au bout des 40 questions, le client est en slip vis-à-vis de l'assureur ou du souscripteur. L'e-commerçant nous dit, mais il est hors de question de mettre ce genre de process dans nos modèles économiques, puisque nous voulons en 2 clics pouvoir mettre dans un panier et concrétiser une vente. Donc ça percute effectivement nos habitudes, nos façons de faire, et ça nous oblige à trouver de nouveaux modèles et de nouveaux produits pour répondre à ces enjeux. On a l'impression finalement que le marché de l'assurance, il est un peu écartelé, avec d'un côté une nécessité d'avoir des process ultra simples et de ne pas embêter le client et de deviner presque finalement quel est son véhicule, quel est son comportement, son historique, sans lui demander à redéclarer tout ça de manière un peu pénible. Et de l'autre côté, cette intelligence de tarification, de nouvelles données, d'approche des parcours pour effectivement être au plus fin possible, puisque c'est comme un secteur ultra concurrentiel, puisqu'on a aussi de nouveaux acteurs qui arrivent. Donc justement, Tessie, peut-être Julien, nous représenter le Bonjour. groupe, Ça marche. Ah oui, ça marche. ces différentes activités Oui. et cette récent move entre guillemets sur l'expérience client et l'accompagnement de vos clients sur ces sujets de parcours. Oui. Donc Tessie, effectivement, historiquement, on est un acteur du BPO, donc Business Process Outsourcing, et récemment, on est plutôt passé progressivement au BPS, un Business Process Service. Donc sans rentrer trop dans le détail technique, la grande différence, c'est le poids de la technologie dans ce que l'on fait. Donc on utilise la techno et les services outsourcés pour optimiser les processus métiers de nos clients. Et améliorer l'expérience. Donc on est devenu un leader européen des business process services aujourd'hui. Tessie, c'est 11 000 personnes dans le monde sur 13 pays, c'est à peu près 413 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour l'assurance spécifiquement, donc c'est un secteur d'activité stratégique pour Tessie, puisque ça pèse déjà quasiment 30% du chiffre d'affaires de Tessie, l'assurance. Et en fait, ce que l'on fait dans le monde de l'assurance, c'est de la délégation de gestion. Donc, en fait, concrètement, nos clients nous confient tout ou partie de la gestion de leurs actes assurantiels, sur toute la vie du contrat, depuis la souscription jusqu'à la résiliation, jusqu'au sinistre, la gestion des cotisations, la liquidation des prestations de santé, etc., etc. Donc, on gère tout ça pour eux. Et c'est vrai que ce qui a changé beaucoup, en fait, évidemment récemment, un petit peu comme tout le monde, c'est l'importance de la technologie. Déjà dans ce qu'elle permet d'automatiser en termes de processus et du coup de son impact sur les coûts à travers des technologies comme l'IA, dans ce que ça permet d'optimiser. On sait à quel point aujourd'hui la problématique des coûts de gestion est importante. Et dans ce qu'elle permet aussi d'optimiser côté simplification des parcours, évidemment simplification des parcours clients. Le deuxième point qui a beaucoup changé, c'est l'importance justement de cette expérience client chez nos clients. Donc c'est pas que c'était secondaire, mais c'était un petit peu périphérique. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment central dans les demandes de nos clients. La raison, les raisons, on les connaît tous. C'est l'exigence du client final, et en fait, qui sont de plus en plus exigeants et de moins en moins fidèles, on va dire, pour faire simple. Et l'expérience qu'ils vivent au jour le jour dans le digital, et notamment celle qui est donnée par les géants du numérique, en fait, fait que le standard de qualité monte et ne cesse de grimper. En fait, on est vraiment dans une expérience de plus en plus personnalisée, de plus en plus en couture. Évidemment, c'est l'ère de l'immédiateté. On n'attend plus jamais. Donc évidemment, nos clients ont pris conscience évidemment aussi du poids que ça représente en termes de business, c'est-à-dire du facteur de différenciation que l'expérience peut représenter. Ça, c'est quand même très, très important. Et évidemment, au-delà des aspects de fidélité, comment est-ce que c'est devenu ce qu'on appelle l'économie de l'expérience aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de vendre un produit ou un service, mais une somme d'expérience au client. Donc du coup, ça a vraiment beaucoup changé. Et effectivement, notre offre, maintenant, aujourd'hui, elle intègre une partie conseil en expérience client qui est importante sur les parcours. Une partie technologie aussi, plateforme technologique, et une partie outsourcing. Donc ça veut dire que vous avez voulu groupe Tessie,
reprendre le sujet du départ, finalement, de tout le parcours de bout en bout, Oui, pour se dire comment on l'optimise d'un point de vue, comme tu disais, rentabilité, efficacité, coût de gestion et expérience client. Par les deux prismes en même temps. c'est exactement ça. Et en fait, la première question à laquelle on répond parfois, c'est déjà de poser un diagnostic en matière d'expérience client. Souvent, en fait, nos clients ont une vue un petit peu parcellaire de l'expérience. Donc, nous, ce qu'on aime bien apporter dans nos missions de conseil, c'est vraiment de cartographier l'ensemble de l'expérience client. Donc, c'est long, c'est vraiment un travail de détail. On va s'attacher à cartographier l'ensemble des parcours pour avoir en fait une vue de bout en bout de ce que vit le client. Et ce qui est vraiment important dans la démarche, c'est vraiment de se mettre à la place du client, donc de travailler sur les personas, c'est-à-dire différents. Il n'y a pas un seul type de client. Tous les clients ne vivent pas la même expérience, donc en fonction de qui ils sont, on va décrire et on va utiliser des outils comme les outils de cartographie des parcours qui nous permettent de modéliser, de lister tous les touch points sur tous les canaux. Ça aussi, c'est assez important parce que bien sûr, le digital est une priorité, mais dans un parcours, on se rend compte que le call a un rôle très très important. On se rend compte que la difficulté justement, c'est de pouvoir, notamment en termes d'analytics, c'est de pouvoir reconstituer en fait ces parcours, quel que soit le point de contact, l'agence, le digital, le call, pour avoir donc cette vue. La cartographie, elle nous aide à avoir cette vue un petit peu de bout en bout et de suivre surtout ce que ressent le client en fait, et là où sont les points d'attrition, parce que l'essentiel de tout ça, c'est de voir là où ça bloque, quoi. Et quand tu viens donc avec cette cartographie, donc qui j'imagine nécessite pas mal de temps quand même de mise en œuvre, puisque vous allez dans le détail fin et dans cette variabilité avec les différents personas. Oui. Ça veut dire que derrière vous avez une série de recommandations pour vos clients. Et ça veut dire que eux, il y a tout un sujet de les engager dans l'action, parce que j'imagine que modifier le process, modifier le SI, ça prend du temps, de l'argent, c'est compliqué. Donc, comment vous faites pour avancer avec eux? C'est exactement ça. Donc en fait, il y a aussi un enjeu d'acculturation. En fait, quand on est dans des projets d'expérience client, il y a aussi un enjeu d'acculturation en interne chez le client. Parce qu'en fait, parfois, c'est ce qui est le plus long à bouger. C'est finalement la culture client. En fait, ça se décrète pas, quoi. Donc, il faut, et nous, on croit beaucoup à la co-construction avec nos clients, justement. On n'arrive pas de l'extérieur avec des recommandations qui sont calquées sur un parcours. On croit beaucoup à cet effort de co-construction pour justement pouvoir ensuite dégager un certain nombre de chantiers. Forcément, il y a des chantiers qui s'ouvrent, alors à différents niveaux. Ça peut être SI, mais pas que. Pour améliorer cette expérience. Et ensuite, on va, en fonction de ces chantiers, prioriser avec des matrices qui vont nous donner une idée de coût, d'effort, de quels sont les quick wins, qu'est-ce qu'on peut régler rapidement, qu'est-ce qui, au contraire, qu'est-ce qui est déjà sur des roadmaps, parce qu'il y a parfois évidemment des améliorations qui sont déjà planifiées. Et comment est-ce qu'ensuite on met ça en œuvre avec nos clients. Ça, c'est vraiment ce qui est super important, c'est la transformation de l'interne. Julien, est-ce que vous êtes comme AssureOne, c'est-à-dire avec des technos propriétaires que vous construisez vous-même? Oui. Ou vous appuyez sur des standards de marché? Alors en fait, on a une plateforme technologique, j'en parlais rapidement tout à l'heure. Historiquement, elle avait un centre de gravité, on va dire, plutôt back-office, puisqu'historiquement, on était donc sur la délégation de gestion plutôt orientée back-office. Ce qui a été fait ces dernières années, c'est de compléter cette plateforme de toute une couche, on va dire, front-office qui gère toutes les interactions clients. Donc, on va y retrouver la digitalisation des processus documentaires, la vérification d'identité à distance, signature électronique, tout ce qui permet de gérer vraiment les interactions clients digital et en omnicanal, parce qu'on gère aussi beaucoup du call chez Tessi. On a 4000 positions de téléconseillers chez Tessi. Donc voilà, elle gère du front et aussi du back-office, bien sûr, évidemment, pour gérer les actes assurantiels. On va passer à Louis Clément, donc le fondateur de We Bought It. Donc j'imagine que vous êtes assez récent, InsurTech, et que tu as regardé ce secteur de l'assurance avec tes yeux, souvent comme disait Julien, avec les meilleures pratiques digitales. Est-ce que les assureurs sont très très loin de ça? Parce que oui, ils ont mis des parcours en ligne, mais ça peut être, je dirais, du web 1.0 un peu vieux parfois, parfois contraint aussi avec leurs systèmes legacy qui sont un peu vieux, et donc il y a des enjeux de modernisation. Donc comment toi, tu peut-être nous présenter ta startup et nous dire comment tu as regardé ce secteur d'assurance et ce que tu peux lui apporter.
Donc WeButit, ça fait 5 ans qu'on existe sur le commerce conversationnel, donc l'idée d'avoir des conversations avec vos clients sur les canaux digitaux. Et on s'est intéressé plus récemment au monde de l'assurance. L'idée, pour faire court, c'est d'arriver à proposer une expérience client un peu similaire à celle que vous auriez en allant voir un agent général dans sa boutique, mais sur les parcours digitaux, c'est-à-dire être en capacité de comprendre le besoin du client au travers d'une discussion avec lui, lui recommander les meilleurs produits, arriver à faire de l'upsell et du cross-sell sur des garanties en utilisant beaucoup de techniques linguistiques. Donc, par exemple, plutôt que de dire est-ce que vous voulez une assurance invalidité, on va peut-être plutôt présenter ça en disant si vous arrivez à un accident de la vie qui ferait que vous ne pourriez plus travailler, souhaiteriez-vous que votre compagne puisse toucher je sais pas, une prime tous les mois pour vous assister dans votre quotidien. Et ça, en fait, c'est utiliser ces techniques un peu psychologiques qui vont permettre d'augmenter la conversion. On a également d'autres parcours. On va s'intéresser pour des courtiers qui sont beaucoup dans la collecte de leads, où aujourd'hui ils ont des pubs sur Facebook ou Instagram qui renvoient vers des formulaires. On va plutôt renvoyer vers un chatbot, donc vers une conversation. Et là-dessus, on est en moyenne à plus 15% de leads transformés, en tout cas validés. Et donc ça permet d'être plus efficace et donc plus rentable sur les campagnes digitales qu'ils mettent en œuvre. Par rapport à la question initiale qui était de savoir est-ce que les assureurs se transforment vite, ça dépend lesquels. Je pense qu'il faut arriver à trouver les bons cas d'usage avec des quick wins. On a pu travailler avec une filiale d'AXA sur un premier cas d'usage interne en fait, pour que leurs conseillers puissent aider les agents généraux à savoir si on peut souscrire un contrat ou pas. Donc c'est souvent trouver un quick win qui est décorrélé de l'IT par exemple, prouver de la valeur, et puis après on arrive à aller sur des projets plus ambitieux, sur de la souscription notamment. Oui, parce que ta solution, on peut la positionner en B2C avec le client final, mais aussi avec les en B2B, réseaux, en B2E, enfin voilà, pour il y a une masse de requêtes, quoi. Exactement. Là, on va être bon, c'est s'il y a de la volumétrie et un besoin de conseil et d'accompagnement, ce qui se prête plutôt bien au monde de l'assurance, en effet. Et du coup, le chatbot intelligent, donc c'est aussi un défi parce que je pense que tous on a un peu essayé ces chatbots et on essaie de les coincer, voir comment ils répondent. Est-ce qu'aujourd'hui le niveau de réponse il est satisfaisant? Est-ce qu'il n'y a pas de frein, je dirais, à le proposer à des clients finaux de la part des assureurs? Alors, je dirais que ce n'est pas encore parfait. Quand on a commencé il y a 5 ans, il y avait à peu près 30% des questions posées qui étaient comprises. Il y a 3 ans, c'était 50. Aujourd'hui, on est plutôt à 90. J'ai bon espoir qu'on dépasse les 95 l'année prochaine. Pour les 5% ou les 10% restants, on prévoit toujours des solutions de débordement, et ça peut être avec des acteurs comme Tessie ou d'autres qui vont avoir des call centers. On va peut-être débrancher vers un canal téléphonique, voire avec du live chat, un humain qui va reprendre la main. Toujours est-il que ce que tu disais, Julien, c'est que les gens veulent plus d'instantanéité et aussi qu'on s'adapte à eux. Et je peux avoir envie de souscrire un contrat d'assurance le dimanche soir à 20h parce que j'ai pas oublié de m'en occuper, et sauf que j'ai personne normalement qui va me répondre, là où un chatbot sera disponible 24/7 pour accompagner le client, quitte à ce qu'il se fasse rappeler le lendemain pour finaliser. Alors, peut-être demander à AssureOne et Tessie, finalement, quel est, sur ces leviers de chatbot, voicebot, quelle est votre approche? Est-ce que vous êtes très ouvert et vous dites on est prêt à l'intégrer, ou c'est déjà fait? Enfin, voilà, quelle est votre vision du sujet, tous les deux? Oui, effectivement, on a déjà intégré ce type de technologie dans nos parcours. Alors, on a progressé, c'est certain. L'enjeu, c'est de permettre aussi, nous, directement vis-à-vis de l'assuré sur les parcours de souscription, faire en sorte qu'on comprenne mieux le besoin et le risque du client dans cette idée de facilité. Donc oui, on a déjà des bons retours d'expérience, mais évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire sur ces sujets. Oui, de la même façon, on a effectivement intégré ce type de solution. On croit beaucoup, nous, à l'omnicanalité. Le messaging aussi est très intéressant, donc être vraiment accessible via un maximum de canaux. Et ensuite, pour que l'expérience soit réussie, effectivement, on croit pas mal au modèle hybride, donc une part d'automation, et puis ensuite, quand il faut aller vers un humain, il faut aller vers un humain, quoi. Oui, tu parles de messagerie instantanée, c'est-à-dire que on entend chez les assureurs une volonté d'utiliser WhatsApp et Messenger, notamment dans la relation client. Ça apporte quoi de plus qu'un SMS finalement? Est-ce que c'est juste qu'on utilise des nouveaux canaux, ou c'est parce qu'on enrichit aussi le dialogue par de la vidéo, par la photo, par autre chose, quoi? En fait, il y a un enjeu d'accessibilité, c'est en fait d'usage. En fait, c'est-à-dire que ce sont des applications qui, à chaque fois, ont chacune plus d'1 milliard d'utilisateurs uniques. Donc, en fait, il y a une sorte c'est un carrefour d'audience, on va dire. Et on parlait tout à l'heure d'expérience sans couture pour
pour le client final, voilà, et quand il utilise WhatsApp, quand il utilise Messenger, quand il utilise Instagram, il veut pouvoir directement rentrer en contact finalement avec une marque. Donc il y a un enjeu d'accessibilité, quoi. Nous, on croit pas mal à ça, à ce modèle effectivement d'omnicanalité. Après, ça marche pas pour tous les use cases. Service client, on sait que ça marche plutôt bien. Pour élaborer là-dessus, notamment sur la partie service client, on peut très bien imaginer en assurance auto, vous avez un sinistre avec votre véhicule en étant en Italie. Vous n'allez peut-être pas vouloir envoyer un SMS à votre assureur, mais sur WhatsApp, vous allez pouvoir le contacter, peut-être envoyer une photo de ce qui vous arrive et être dépanné beaucoup plus vite que devoir attendre 5-10 minutes avant de réussir à joindre l'assistance. Donc c'est peut-être aussi enlever du stress pour le client, lui offrir un meilleur service tout au long du contrat et pas uniquement lors de la souscription. Merci à vous.